Hello tout le monde, joyeux festival de Lamas ou de Lunasa. J'espère que vous profitez de cette période estivale et de ce mois d'août qui vient tout juste de démarrer. Pour ma part, cet été, je profite de calme et je passe beaucoup de temps à l'extérieur pour me connecter à la nature, pour me connecter aussi à l'élément eau, puisque j'ai la chance d'avoir un cours d'eau juste en face de chez moi. Et donc je vais assez souvent m'installer au bord de l'eau et simplement me connecter à cet élément qui m'a beaucoup manqué l'année passée. Et depuis le mois de juin, en fait, je suis dans cette énergie de l'ermite, dans cette énergie de lenteur et de solitude, de reconnexion à moi, de reconnexion à mon chemin, à mes pratiques et de réflexion aussi par rapport aux différentes expériences que j'ai pu connaître ces derniers temps et les leçons que je peux retirer maintenant pour me permettre d'aller de l'avant en étant grandi et enrichi dans ma vie personnelle, spirituelle et aussi professionnelle. Et je vous encourage à vous aussi prendre du temps pour faire ce que vous voulez, faire ce dont vous avez besoin. Et ensuite, lorsque ce sera le moment de revenir à une expérience de connexion, eh bien vous serez beaucoup plus au clair par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, plutôt que vouloir maintenir un certain rythme et ensuite vous épuiser. Alors j'ai eu envie de tirer une carte pour faire un peu le point sur cette période de Lunasa et apporter un message aux personnes qui suivent ma chaîne et qui choisiront de regarder cette vidéo. Et la carte que j'ai tirée, c'est la carte courtoisie de l'oracle Les Vampires de Lucy Cavendish, avec comme mot-clé attention, politesse et bonne manière. Et c'est un message qui personnellement me parle beaucoup et je pense qu'il parlera aussi à certains et certaines d'entre vous. Cette carte vient nous encourager à pouvoir clarifier dans un premier temps et ensuite nous autoriser à suivre le chemin qui nous convient et à vivre la vie que nous souhaitons vivre et ne pas nous laisser influencer par les autres et ne pas non plus suivre des idées, des croyances, des pratiques, des habitudes que les autres peuvent attendre de nous ou bien qu'ils peuvent nous encourager à suivre alors que ça ne nous convient pas. Et certains d'entre vous pourraient vous sentir appelés à cheminer avec le loup comme animal guide, qui est un magnifique guide qui nous encourage à pouvoir trouver un équilibre entre passer du temps dans la solitude et découvrir qui nous sommes, vivre nos propres expériences et ensuite revenir dans la communauté et partager nos expériences et aussi pouvoir préserver qui nous sommes sans avoir besoin de nous changer, de nous adapter ou de nous conformer aux autres ou à ce que les autres pourraient attendre. Donc c'est un magnifique animal avec lequel cheminer et vous pouvez décider de l'appeler ou peut-être que c'est lui qui viendra sur votre chemin pour vous accompagner pendant un certain temps. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler de tarot, oracle et d'autres petites choses pour cette période de l'été 2024 et de ce festival de Lunasa. Alors je suis en train de vivre ce festival différemment de comment j'ai pu l'expérimenter dans le passé. Cette année, je sens une énergie assez différente. Et pour les personnes qui suivent la voie de la sorcière, aujourd'hui nous célébrons le festival de Lamas ou de Lunasa en l'honneur du dieu loup, dieu celte, du soleil. Et ce festival correspond à la première récolte. Et ensuite, dans les traditions égyptiennes, cette période est également très puissante et importante parce qu'elle correspond avec la période de crue du Nil et donc un cycle de fertilité, de renaissance et de renouveau. Et personnellement, je ressens ces deux énergies dans ma vie en ce moment, cette énergie de la récolte avec le soleil et cette autre énergie de l'eau, du renouveau, de la fertilité, de la créativité.
Et ces deux traditions sont vraiment essentielles à ma pratique. Ce sont des traditions que j'explore depuis le début, depuis certainement mes 16 ans et en fait même déjà avant. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir redécouvrir aujourd'hui ces deux traditions un peu différemment et de pouvoir trouver cette connexion en fait entre les deux et, euh, et donc les amener toutes les deux dans ma pratique de manière différente mais en même temps avec une certaine cohérence également. Et les différents jeux et autres choses dont je vais vous parler reflètent également ces ces deux traditions, cette connexion que j'ai avec ces deux traditions celtiques et égyptiennes. Alors pour commencer, je vais vous parler du Witch Sister Tarot, le tarot des sœurs sorcières. Je viens de proposer 2 vidéos sur ma chaîne. J'ai acheté ce tarot au début du mois de juillet. Je l'ai beaucoup utilisé et il est très rapidement en train de devenir un de mes absolus favoris. Je trouve ce tarot magnifique, son énergie est unique et tout à fait splendide. Et il me reconnecte donc magnifiquement à ces traditions, euh, ces traditions spirituelles et magiques celtiques. Et après être passée par cette phase de destruction que j'ai connue ces dernières années, il y a une réelle beauté à pouvoir travailler avec un tarot comme celui-ci qui me permet de revenir aux racines de ma pratique, de mon chemin et de qui je suis aussi d'une certaine manière et de pouvoir maintenant faire l'expérience d'une nouvelle connexion à ces traditions celtiques. Voilà, d'une autre manière, à un niveau tellement plus profond et de pouvoir retrouver aussi une réelle connexion après cette période durant laquelle j'ai vraiment ressenti une coupure et une déconnexion de ma pratique, de mon chemin, de ma spiritualité également. Donc le Witch Sister Tarot est en train de devenir un de mes essentiels. Il a une voix tout à fait particulière, tout à fait unique. Et comme je disais, j'ai passé pas mal de temps déjà à l'utiliser et je pense que je vais continuer encore pendant le mois d'août. Un peu dans la même veine, je suis en train de retravailler le Tarot of the Hidden Realm, le tarot du royaume caché, de Barbara Moore avec les illustrations de Julia Jeffrey. Donc il y a une sorte d'écho avec le Witch Sister Tarot par rapport à l'art, mais ce tarot est complètement différent. Il a une énergie, une personnalité complètement différente. Et ce tarot, en fait, c'est d'une certaine manière mon tout premier tarot. C'est le tarot que j'ai utilisé après avoir exploré le tarot de Marseille et quelques tarots de Doreen Virtue qui ne me convenaient absolument pas. Quand j'ai acheté ce tarot, j'ai ressenti une connexion instantanée et j'ai encore aujourd'hui cette connexion qui est très intuitive, très instinctive. Et donc c'est un plaisir de pouvoir reprendre ce tarot aujourd'hui, de nouveau après tout ce que j'ai pu connaître ces derniers temps. Et c'est un peu comme retrouver un ami avec qui... un ami que j'ai pu perdre de vue, un ami ou une amie que j'ai pu perdre de vue pendant un certain temps, et chacun a vécu des expériences de ce côté, et ensuite on se retrouve, et il y a cette connexion très profonde qui est là et qui est restée là, et en même temps il y a tellement de choses à se raconter. Donc c'est un peu là où je me trouve pour l'instant avec ce tarot du royaume caché. C'est aussi un tarot qui a une énergie de connexion à la nature, aux esprits de la nature, aux animaux et aux fées. Et je me sens très connectée à toutes ces énergies pendant cette période et notamment autour de ce festival de Lunasa. Alors ensuite je vais vous parler de l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. J'ai ici la version poche, j'ai également la version
plus traditionnelle de Blue Angel. Mais voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup utiliser cette version poche. Et Isis est une de mes déesses principales. Je me connecte à elle depuis que je suis petite. Et j'ai cet oracle depuis pratiquement 10 ans maintenant. Oui, ça fait 10 ans maintenant. Et en ce moment, je me connecte à elle presque quotidiennement. Et c'est également, encore une fois, hein, un tel bonheur de pouvoir revenir à des énergies avec qui nous avons pu installer une réelle connexion profonde. Donc je suis passée par une crise à de nombreux niveaux, y compris une crise de foi, une remise en question de ma spiritualité, de mes croyances, de mes pratiques. Et là maintenant, eh bien, je retrouve Isis, je retrouve ce panthéon égyptien, je retrouve cette mythologie de l'ancienne Égypte. Et je trouve que cet oracle reflète magnifiquement bien Isis telle que je la conçois, telle qu'elle m'apparaît par rapport à la mythologie égyptienne, par rapport au féminin sacré, par rapport au pouvoir féminin également. Je trouve que le travail d'Alana Fairchild et l'art de Jimmy Manton a vraiment permis de créer un oracle qui est assez fidèle à l'énergie d'Isis telle que je l'expérimente. Et donc cet oracle me permet de pouvoir me connecter à elle de manière très personnelle et de manière très profonde également. Et de voilà, pouvoir encore une fois reconnecter, redécouvrir une nouvelle profondeur à cette connexion que nous avons déjà. Ensuite, je travaille aussi beaucoup avec l'oracle de Kali. Il s'agit de nouveau de l'édition poche. Donc voilà, après toute cette période de crise, j'apprécie énormément de me reconnecter avec mes divinités, de pouvoir les retrouver, de pouvoir, voilà, d'avoir pu exprimer ma colère, exprimer ma rage, exprimer mon incompréhension par rapport à ce que j'ai pu vivre et mes doutes également par rapport à mon chemin, par rapport à mes pratiques. Et ensuite, après avoir exprimé tout cela, après avoir pu me connecter à cette rage sacrée, eh bien, retrouver cette connexion, revenir à ces êtres qui offrent un amour inconditionnel, quoi qu'il soit, et qui sont toujours prêts à nous apporter de la bienveillance, de la compassion, mais également de la clarté, et qui nous encouragent à être qui nous sommes, et qui acceptent tous les côtés de qui nous sommes, qui ne vont jamais juger, qui ne vont jamais condamner, qui ne vont jamais nous encourager à nous faire petits ou à cacher certains aspects de nous-mêmes, mais à petit pouvoir explorer et ensuite faire la paix avec différentes facettes de nous, de nos expériences, le beau, le mauvais, les expériences qui sont source de croissance, source de joie, mais également les difficultés, la perte, les traumas. Et elles sont toujours bienveillantes et en même temps très honnêtes. Elles vont toujours nous amener à prendre la responsabilité de ce que nous vivons, à être honnêtes avec nous-mêmes, à exprimer la colère, à ne pas la réprimer, mais ensuite pouvoir revenir avec une compréhension de ce que nous avons vécu, ce que c'est venu toucher chez nous, ce que ça nous a permis de pouvoir libérer, et donc en arriver à une nouvelle connaissance et une nouvelle compréhension de qui nous sommes et de ce que nous vivons et de ce qui fait
de ce qui constitue finalement l'expérience humaine, qui est extrêmement complexe, surtout à l'époque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors ensuite, je vais vous parler du tarot des vampires de Ian Daniels. C'est un basique, ce tarot, il est devenu absolument fondamental à ma pratique. Cela fait maintenant 10 ans que je l'ai et depuis pratiquement 1 an, je l'utilise, je vais dire tous les jours, ou presque. Et voilà, je l'adore. Et ce tarot est tellement... il est tellement unique, il est tellement unique, il est tellement riche. Il m'a permis de réaliser un tel travail transformateur par rapport à qui je suis. Donc c'est un tarot qui est tout à fait idéal pour travailler sur les ombres, travailler sur des parties de soi que nous avons, dont nous nous sommes coupés, et aller explorer différentes facettes finalement de notre chemin spirituel. Et comme je disais, hein, ça fait pratiquement 10 ans que j'ai ce tarot. Je pense que j'ai dû l'acheter vers le mois de juin ou juillet 2014. Donc voilà, ça fait vraiment 10 ans que je l'ai. Et ce tarot m'a permis d'apporter tellement d'ouverture par rapport à qui je suis, par rapport à ma spiritualité, parce que c'est un tarot qui dérange, c'est un tarot qui peut fasciner, mais qui va aussi beaucoup déranger, qui va susciter beaucoup de commentaires par rapport aux vampires, par rapport au fait que c'est un tarot qui est sombre, par rapport à certaines illustrations qui ont été choisies, qui vont effrayer, qui vont encore une fois déranger. Et là, je me trouve dans cette étape de mon chemin, pour faire le lien avec cette carte de la courtoisie. Je me trouve à cette étape de mon chemin où j'en ai terminé de me faire petite pour ne pas déranger. Et j'ai commencé à utiliser ce tarot dans des consultations avec les clients. Et c'est vraiment intéressant de voir les réactions en fait, parce que les personnes sont... elles vont réagir. Soit elles vont se sentir mal à l'aise, soit elles vont être intriguées, ou elles ne vont pas trop savoir comment réagir. Et pendant tout un temps, j'avais voilà, j'avais un peu peur de déranger les gens ou d'amener comme ça des énergies qui vont causer une réaction. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tellement puissant parce que ça permet de sortir justement de notre zone de confort. Et je trouve que c'est tellement important, lorsque l'on est sur un chemin spirituel, de pouvoir explorer différents aspects de ce qui constitue la spiritualité et de pouvoir confronter certaines facettes qui ont été mises dans l'ombre et qui vont susciter des critiques et des commentaires parfois négatifs ou tout un tas de préjugés, de clichés qu'il peut y avoir par rapport au domaine de la voyance et de la médiumnité de manière générale et par rapport à ce tarot également. Et comme je disais, hein, je pense que c'est important de pouvoir explorer les différentes facettes de la spiritualité, ne pas s'arrêter simplement à ce qui est beau, lumineux et positif, hein, mais aller aussi explorer les autres aspects qui sont condamnés, qui sont, encore une fois, qui sont empreints de préjugés, de clichés, etc., pour aller comprendre d'où viennent ces clichés et pour pouvoir ensuite décider si c'est quelque chose que nous souhaitons explorer et amener dans notre pratique ou pas. Mais de pouvoir avoir le choix et ne pas s'arrêter simplement à ces premières réactions qui sont généralement assez négatives, je vais dire. Donc voilà, je suis en train de passer à une autre étape de ma connexion et ma relation avec le tarot des vampires de Ian Daniels et c'est un véritable plaisir. Tu viens, bébé? Tu viens? Alors, ensuite,
Oh, je vais continuer avec l'oracle des anges déchus de Nigel Suckling. Parce que c'est un oracle qui est un petit peu semblable au tarot des vampires, je vais dire. Donc il y en a un qui est un tarot, l'autre qui est un oracle. Mais là en ce moment, ils ont un peu... ils viennent jouer un rôle un peu semblable. Donc il s'agit d'un oracle sur les anges déchus. Personnellement, je l'adore, je le trouve absolument magnifique au niveau esthétique, au niveau des illustrations, au niveau de l'atmosphère qui est dépeinte. Voilà, personnellement, j'adore, je trouve ce style absolument magnifique. Et lui aussi, je commence à l'utiliser avec des clients. Et c'est assez fascinant finalement de voir que les gens peuvent se sentir attirés par les illustrations. Il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'animaux également et de paysages de nature. Donc les personnes se sentent attirées et généralement elles ont une réaction qui est assez positive. Et pourtant elles ne savent pas qu'il s'agit d'un oracle sur les anges déchus. Et je trouve que voilà, le tarot des vampires est peut-être beaucoup plus franc, tandis que celui-ci se cache un peu plus, pas dans un sens négatif, hein, mais il vient se présenter un peu plus en douceur, je vais dire. Et là aussi, lorsque l'on parle d'anges déchus ou bien de démons, il va y avoir tout un tas de réactions et de, encore une fois, clichés, préjugés, etc. Et les personnes vont généralement s'offusquer ou bien avoir tout un tas de commentaires à faire sur le fait de travailler avec un oracle qui porte cette énergie des anges déchus. Et pour ma part, je ne raisonne absolument pas avec les anges déchus ou les démons tels qu'ils sont présentés dans cette perspective finalement très catholique, d'armée de démons ou bien de légions ou je ne sais quoi. Je me sens très connectée aux démons tels qu'ils apparaissaient dans les anciennes traditions grecques, entre autres, celtiques aussi, dans lesquelles les daemons étaient les esprits de la nature. Et ensuite, la religion est arrivée à créer le diable comme contrepartie du dieu, et les démons sont devenus les acolytes quelque part du diable. Et donc c'est une manipulation totale. Et pour moi, cet oracle, il me permet de me connecter avec les esprits de la nature, mais d'une manière assez particulière, et de pouvoir aller déconstruire aussi tout un tas de préjugés que beaucoup de personnes peuvent avoir par rapport, encore une fois, à certains aspects de la spiritualité qu'elles n'osent pas explorer. Alors que c'est tellement enrichissant. Voilà pour l'oracle des anges déchus de Nigel Suckling. Alors ensuite, je travaille également avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Je l'utilise notamment pour l'instant dans la série Mystère oraculaire. Et c'est un oracle, c'est en fait mon tout premier oracle. Oui, c'est le tout premier oracle vraiment que j'ai acheté et avec lequel je me suis sentie connectée. Donc lui aussi, il a une place assez particulière dans ma collection et dans mon chemin. Cet oracle est empreint des énergies celtiques également, avec beaucoup d'animaux, beaucoup de nature, avec des cycles lunaires, avec les festivals. Un peu de magie celtique aussi. Et donc lui me permet de me relier à ses racines plus celtiques. Et c'est un oracle qui est absolument magnifique pour amener du changement, remettre du mouvement, notamment après une période de stagnation, après une période de difficulté, pour nous permettre d'à nouveau aller de l'avant et sortir d'une zone de confort, dépasser certaines peurs, dépasser certaines limitations.
explorer les aspects liminaux. Je vais m'arrêter sur cette carte que j'adore. Minuit, l'heure du crime. Voilà, l'oracle des métamorphes que j'ai repris, que je retravaille encore une fois à un autre niveau parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà suivi plusieurs ateliers avec lui. Donc je l'ai déjà étudié de manière assez approfondie et pourtant il a encore tellement de choses à m'apprendre. Je vais continuer avec un autre oracle de Lucy Cavendish, le Oracle of the Dragonfey, l'oracle des dragons, l'oracle des dragons protecteurs, je pense, si je ne me trompe pas. Aussi un oracle que j'ai depuis très longtemps. J'avais acheté une série d'oracles de Lucy Cavendish en même temps. Et lui aussi, j'ai déjà plusieurs fois eu des périodes durant lesquelles je l'ai étudié de manière assez intensive ou je l'ai utilisé de manière assez intensive. C'est un oracle qui a tendance à venir et repartir et ensuite revenir et à nouveau repartir. Mais lorsqu'il arrive, c'est toujours pour apporter des messages très puissants. Et je me sens personnellement très connectée à l'énergie des dragons. J'estime que ce sont des êtres qui existent à part entière et qui viennent toujours apporter quelque chose de très puissant sur mon chemin. C'est aussi un oracle qui porte les énergies des traditions celtiques, comme ici, de Morrigan. Il a aussi quelques énergies un peu plus babyloniennes et il a également une énergie très galactique. Donc il est très polyvalent. Il a plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc. Et c'est un oracle qui résonne avec mon âme. C'est un oracle qui me permet de pouvoir retrouver une connexion vraiment très profonde à quelque chose de très ancien, à quelque chose de très puissant également par rapport à mes racines, par rapport à qui je suis. Après être passé par cette phase de destruction, de remise en question, de bouleversement par rapport à ma vie, par rapport à ma pratique, c'est tellement appréciable de pouvoir retrouver nos racines, de pouvoir nous reconnecter à quelque chose de très ancien et pouvoir finalement retrouver une connexion avec quelque chose qui a toujours été là. Même si pendant un moment nous avons pu nous en sentir complètement déconnectés, en fait cette connexion elle a toujours été là, elle est intemporelle, elle dépasse ce que le mental humain peut envisager. Et ce sont des énergies qui viennent nous permettre d'apporter une perspective tellement différente finalement par rapport à ce que nous pouvons vivre, par rapport à nos expériences, nos difficultés et des expériences de perte et de solitude et d'abandon. Voilà, ça permet vraiment de pouvoir retrouver une perspective totalement différente et tellement plus large également par rapport à qui nous sommes et ce qui fait que nous sommes nous et que nous sommes sur ce chemin sur lequel nous pouvons être. Ok, alors où est-ce que j'en suis? Il me reste 2 jeux. Ouais. Ensuite, je vais vous parler du Night Sun Tarot de Fabio Listrani. J'ai eu un doute pendant un moment. Fabio Listrani. J'ai ce tarot depuis pas mal d'années maintenant. Et j'en suis toujours à faire connaissance avec lui parce que je ne sais pas pourquoi, je me sens attirée par ce tarot et puis en même temps, il y a quelque chose qui a toujours un peu bloqué, où j'ai du mal à pouvoir vraiment percevoir sa personnalité et comprendre toute sa complexité. Et je pense que c'est parce que c'est un tarot qui est en fait très complexe, beaucoup plus que ce qu'il en a l'air. Donc le Night Sun,
je ne sais pas s'il est traduit, mais je pense que le livret en tout cas est disponible en plusieurs langues. Et c'est un tarot, comme vous le voyez, qui est très symbolique. Il y a beaucoup de symboles sur les différentes cartes. Il a un côté très ésotérique, très occulte, très mystérieux, kabbalistique aussi. Et c'est quelque chose que personnellement j'aime énormément. J'adore me plonger dans tout cet univers des symboles et de l'ésotérisme. Et c'est ce qui fait que j'adore ce tarot, et pourtant j'ai encore du mal à vraiment pouvoir le comprendre. Donc j'ai décidé que là maintenant, cet été, août 2024, eh bien, nous allons cesser de simplement nous voir de temps en temps et commencer à envisager une relation sérieuse et apprendre à vraiment nous connaître. Et je pense que je vais passer quelques soirées au cours de ce mois d'août avec lui, à l'écouter, à discuter avec lui et à essayer de le comprendre. Je montre l'étoile. J'adore cette carte de l'étoile. La lune. Voilà, donc ça ce sera mon objectif du mois d'août. Et je vais m'arrêter avec la carte de la force, qui est une des représentations que je préfère de l'archétype de la force. Voilà, Night Sun Tarot. Ok, et pour terminer, le Illuminated Earth Oracle, un oracle que j'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Je pense que je l'ai acheté le mois passé, ou peut-être éventuellement le mois d'avant. Oui, je pense que je l'ai acheté en juin. Certainement en juin. En tout cas, j'ai une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je l'ai présenté. Je n'en ai pas encore parlé de manière plus approfondie parce que je suis encore en train de me familiariser avec lui et d'essayer lui aussi de le comprendre. Alors je suis plus loin dans la relation qu'avec le Night Sun Tarot. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'utilise souvent pour clarifier un tirage pour moi et pour des clients. Je trouve qu'il est assez clair, il est toujours très pertinent, il vient toujours apporter des messages qui vont parler. J'aime énormément son énergie qui est à la fois très terre mais aussi très air. Une énergie qui est aussi chamanique et un art un peu tribal. Maintenant, c'est un oracle qui est assez volumineux parce que je pense qu'il doit compter une 60aine de cartes, si je ne me trompe pas. Et j'ai encore du mal à pouvoir trouver sa voix générale. J'ai l'impression d'avoir pu identifier plusieurs facettes de cet oracle, mais de ne pas encore être parvenue à trouver ce qui l'unit et ce qui lui permet d'avoir une voix en particulier. Donc j'ai encore besoin de passer un petit peu de temps pour continuer de l'explorer et de le comprendre. Et alors j'adore la manière dont il se mélange, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Donc, Illuminated Earth Oracle. Voilà pour les tarots et oracles. Ensuite, en cette période, j'utilise beaucoup de cristaux. J'ai recommencé à travailler avec pas mal de cristaux et je vais vous en parler de quelques-uns. Je ne les ai pas tous amenés parce que j'en ai quand même beaucoup. Je suis en ce moment, je fais une sorte d'obsession sur la labradorite. Donc j'ai celle-ci. Et malheureusement, les reflets ne donnent pas nécessairement bien à la caméra. Peut-être ici. Oui, voilà. Donc j'ai celle-ci qui est généralement sur mon autel. Et ensuite, j'ai cette sphère magnifique avec ce reflet bleu, jaune, que je trouve absolument magnifique. Et j'aime énormément la labradorite pour notamment me relier à l'énergie du loup.
Je trouve que c'est une pierre qui nous encourage à nous défaire de conditionnement et pouvoir retrouver une nature plus instinctive et donc renouer avec notre intuition à un autre niveau, nous reconnecter, développer également notre intuition et suivre notre propre chemin. Donc je travaille beaucoup avec la labradorite. Ensuite, j'utilise aussi pas mal la holite que j'ai ici sous forme de petites sphères. La holite qui est une pierre qui a une énergie très douce, que j'utilise généralement la nuit pour travailler avec les rêves, pour travailler avec des messages, tout particulièrement le soir et la nuit. Ensuite, j'ai récemment sorti de ma collection un œil de chat pour travailler avec le chat comme animal guide. Travailler avec cet animal qui est un animal tellement fascinant parce que c'est à la fois un animal qui est connecté au monde psychique, tout ce qui est liminal, psychique, médiumnique, intuitif, et en même temps qui est quelque part un peu central des traditions égyptiennes. Donc il me permet de faire là aussi le pont entre ces différents aspects de ma pratique. Alors ensuite, je travaille avec l'obsidienne noire et la pierre de lune noire. Et je travaille avec ces deux pierres de manière très spécifique pour me permettre d'explorer qui je suis et de pouvoir apprécier les différentes facettes de qui je suis, tout particulièrement les facettes qui ont tendance à être jetées dans l'ombre, qui ne sont pas acceptées, validées, reconnues ou quelque part même tolérées par notre société, qui a tendance à considérer que voilà, ça n'est pas correct, ou bien ce n'est pas ce qui est attendu tout simplement. Voilà, tous ces aspects qui peuvent avoir tendance à déranger et que j'ai pourtant généralement tendance à incarner. Et ces deux pierres-là me permettent de pouvoir explorer ces différents aspects et faire la paix avec eux, les reconnaître, les valoriser et leur permettre de s'exprimer. Ensuite, j'ai un bracelet en onyx que je viens de casser. Donc j'ai cette pierre pour l'instant que j'utilise. Donc j'ai simplement l'élastique en fait qui s'est cassé. Et j'ai une bague en onyx. Pareil, l'onyx me permet de me connecter avec les autres plans. Pour l'instant, je suis en train de réexplorer à un autre niveau et d'une manière peut-être un peu différente tout ce qui est psychique et médiumnique. Je me sens très intéressée par rapport à ça. Je travaille beaucoup avec la Santa Muerte depuis quelques années maintenant. Et donc ces pierres me permettent d'aller explorer ces différentes choses. Ensuite, j'ai un jaspe rouge pour amener de l'ancrage, mais également pour stimuler l'énergie, la vitalité, la force aussi. Donc après ce par quoi je suis passée, le jaspe m'aide à pouvoir régénérer mon chakra racine, ramener de l'énergie, ramener de la vitalité et également apporter un ancrage assez puissant. Ensuite, j'utilise le lapis lazuli que j'ai en bracelet et de la azurite malachite. Ce sont deux pierres que j'aime énormément, tout particulièrement pour me relier avec les énergies égyptiennes, avec les divinités et les traditions et pratiques de l'Égypte et de Babylone. Ce sont des pierres qui m'aident vraiment à pouvoir me relier à ces traditions. Et pour terminer, j'ai un jaspe océan, voilà, pour amener l'énergie eau à nouveau et cette énergie de fluidité, de connexion, de guérison aussi, pour laisser aller ce qui ne sert plus, pour suivre le chemin que ma vie m'encourage à suivre,
pour me connecter à mes émotions, pour me connecter à tout cet aspect eau, émotion, connexion, intuition, etc. Voilà, et j'ai également un quartz fumé en bracelet. Voilà, quartz fumé, les différentes pierres dont j'ai déjà parlé, tout ça pour me connecter au monde psychique, médiumnique. Alors pour terminer, c'est une longue vidéo, j'espère que voilà, si vous continuez à me suivre, c'est que tout ça vous intéresse. Ensuite, je suis en train de lire plusieurs livres et j'ai trouvé ce livre-ci vraiment par hasard dans une boutique de seconde main et je suis absolument fascinée par ce livre. Il est splendide. C'est The Real Middle Earth. La magie et les mystères des Dark Ages. Comment est-ce qu'on dit The Dark Ages? J'ai un trou. Quelqu'un dira. Donc il s'agit d'un livre sur The Middle Earth, la Terre du Milieu, je pense, dans les séries Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai trouvé ce livre et je vais vous lire simplement le premier paragraphe qui se trouve au dos. Donc Tolkien a reconnu que le concept de la Terre du Milieu n'était pas sa propre invention, mais qu'il s'était inspiré de la mythologie anglo-saxonne et nordique. Et il y a une autre histoire assez remarquable à raconter. Son monde magique de la Terre du Milieu était bien plus qu'une légende, il a réellement existé. Et voilà ce dont parle ce livre. Il vient parler de cette Terre du Milieu qui a été adaptée par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux et qui en réalité a existé. Et le docteur Suzanne Greenwood, que je ne connais pas, a laissé comme commentaire un voyage dans le temps, dans l'imagination humaine, qui nous permet de recevoir des éclairages importants par rapport à une manière alternative de voir le monde, une manière de voir qui peut avoir beaucoup d'impact sur le plan spirituel et environnemental aujourd'hui, et qui vient faire le pont entre l'histoire du passé et différentes manières de penser pour l'avenir. Donc c'est très intéressant et ce livre est en fait un livre, ce n'est pas du tout un roman ou comment est-ce qu'on dit, une histoire légère. Il s'agit d'un livre historique qui est assez dense, avec beaucoup de dates, avec tout un tas de, de passages historiques, de conquêtes par les Celtes, par les Nordiques, par les Vikings, les Anglo-Saxons. Voilà, donc pour l'instant c'est pas mal de conquêtes et de guerres et des dates très importantes, tout ça, tout ce qui permet de pouvoir faire un petit peu le point par rapport au décor d'une certaine manière. Et ensuite il y a des paragraphes qui sont extrêmement intéressants, qui je pense vont être extrêmement intéressants. Comment ont vécu les personnes qui habitaient dans la Terre du Milieu, la magie de la forêt, les tours du destin, les dragons, les elfes, les esprits de la nuit, les puits de la sagesse, les augures des corbeaux. Et ensuite il y a quelques images en couleur. Voilà, la voyante, les géants, les nains. Voilà, je pense que ça va être absolument fascinant. En tout cas, j'ai commencé, j'ai lu pour l'instant environ 80 pages et j'ai vraiment hâte de continuer à le lire, d'aller au bout, de voir ce qui va être expliqué par rapport à cette terre du milieu et donc ces anciennes origines, encore une fois, hein, je suis dans les origines très anciennes des mondes celtiques, nordiques, païens, etc. qui me fascinent en ce moment.
Et ensuite, pour explorer l'univers égyptien, j'ai loué ce livre à la bibliothèque, Déchiffrer les hiéroglyphes. J'ai trouvé assez, je trouvais que c'était assez amusant de finalement m'intéresser à l'Égypte et l'histoire et les traditions de l'ancienne Égypte d'une manière un petit peu différente à travers les hiéroglyphes. Essayer de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture égyptienne est extrêmement plus complexe que ce que je pouvais m'imaginer de prime abord. Maintenant, ce livre est malgré tout très intéressant. Donc voilà, il permet de pouvoir comprendre ces symboles, de pouvoir les lire et les déchiffrer. C'est absolument passionnant. Et ça me permet aussi de pouvoir, comme je disais, hein, explorer différents aspects de la tradition égyptienne d'une manière un peu différente. Donc il y a dans la table des matières, alors comment fonctionnent les hiéroglyphes, le rôle du scribe, les hiéroglyphes et la nature, les rives du Nil, le monde animal, les habitants du ciel, les constructions, ensuite l'art sacré de l'écriture, la dimension magique, le culte des dieux, l'art de la magie, les inscriptions funéraires, tout ce qui me passionne, la puissance du nom, les titres du roi, les dieux et les déesses, et ensuite différentes choses par rapport aux liens de parenté, les générations, l'artisanat, le commerce, les serviteurs des dieux, les serviteurs de l'État, la guerre, l'Égypte et au-delà, calcul et mesure, les mathématiques, les sites sacrés, les mythes de la création, le jour et la nuit. Voilà, différentes choses qui me passionnent et là aussi j'ai hâte de lire le livre. C'est une lecture relativement légère, mis à part la compréhension du système des hiéroglyphes. Mais voilà, je pense que je lirai relativement rapidement ce livre. Et ensuite, j'ai également acheté ce livre-ci en seconde main, Les dieux et pharaons de l'Égypte ancienne. Donc il s'agit simplement d'un recueil en fait sur les dieux, les déesses et les pharaons par ordre alphabétique. Et donc il y a différentes explications et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir m'intéresser, par exemple ici Thoth, pouvoir m'intéresser à ces personnages de l'Égypte ancienne un petit peu différemment. Donc c'est un livre que je vais parcourir de temps en temps, puisqu'il s'agit d'un répertoire et pas d'un livre en lui-même. Voilà où j'en suis en ce moment, voilà où je me trouve à cette période de Lammas et Lughnasadh, ce mois d'août 2024, à moitié entre les mondes celtiques et les mondes égyptiens, dans cette reconnexion à mon chemin personnel et une redécouverte finalement de ma spiritualité, de tout ce qui me passionne. Donc voilà, je m'amuse beaucoup en ce moment. Et voilà, je vous encourage à réfléchir pendant cette période de Lammas et Lughnasadh à comment vous pouvez, voilà, vous aussi être vous-même et vous permettre de vivre votre propre vie, suivre votre propre chemin sans avoir besoin de vous excuser et sans non plus ressentir que vous devez suivre un chemin qui est dicté par les autres ou bien qui est attendu par les autres par peur de déranger ou bien oui, par peur de, de bousculer un peu les gens. Comme je disais, je pense que lorsque on s'autorise à être soi-même, eh bien d'une certaine manière, ça apporte une validation aux autres, de pouvoir également être davantage eux-mêmes et de pouvoir finalement laisser aller ce qui ne leur sert plus et pouvoir ainsi retrouver beaucoup plus d'authenticité et donc aussi beaucoup plus d'épanouissement sur notre propre chemin. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite encore une fois un très beau festival de Lughnasadh et je vous dis à bientôt.